Sortez d'ici et ne revenez jamais, hurla le millionnaire Pierre Dubois à ses neveux et nièces orphelins. Des années plus tard, il reste sans voix en les voyant arriver dans une limousine. Une odeur de lasagne fraîchement cuite embaumait la maison des Lemaire. Sophie, debout sur la pointe des pieds sur une chaise de cuisine, ses boucles dorées rebondissant, regardait sa mère soulever avec précaution le plat fumant hors du four. Thomas, son frère jumeau, était déjà stratégiquement positionné près de la table, ses yeux verts pétillant d'impatience. « D'abord, lavez-vous les mains, mes petites trésors », sourit Hélène Lemaire en ajustant son tablier rafleur. Les enfants coururent vers la salle de bain, leur rire résonnant dans les couloirs de la maison. « Le dernier arrivé est un œuf pourri », cria Thomas, dépassant sa sœur à toute vitesse. « Pas juste, tu as commencé avant », protesta Sophie, accélérant ses petits pas. Jacques Lemaire observait la scène depuis le salon, baissant son journal avec un sourire. À 5 ans, les jumeaux étaient un tourbillon d'énergie et de joie, transformant chaque instant en une nouvelle aventure. À table, Sophie parlait avec enthousiasme de la cabane dans les arbres qu'elle et Thomas projetaient de construire, gesticulant avec une telle ferveur qu'elle faillit renverser son jus de fruits. Thomas intervenait parfois pour ajouter des détails cruciaux, comme un pont-levis et un télescope pour observer les extraterrestres. « Et on pourra la peindre en violet et en vert ?» demanda Sophie, ses grands yeux remplis d'espoir. « Et si on commençait le projet le week-end prochain ?» fit Jacques en clignant de l'œil à Hélène, qui hocha la tête en signe d'accord. « Mais pour l'instant, » commença Hélène, échangeant un regard complice avec son mari. « Votre père et moi avons une surprise à vous annoncer. » Les enfants s'arrêtèrent instantanément de manger, leurs fourchettes suspendues en l'air. « Tante Camille reste avec vous ce soir parce que, » Jacques fit une pause dramatique. « Votre mère et moi allons fêter notre anniversaire de mariage. »« Tante Camille !» s'exclamèrent les jumeaux à l'unisson. Leur baby-sitter préféré apportait toujours de nouveaux jeux et connaissait les meilleures histoires pour s'endormir. Plus tard, pendant qu'Hélène appliquait une dernière touche de rouge à lèvres, les jumeaux se blottirent sur le canapé avec Camille, déjà en pyjama, prêt pour l'heure du conte. « Ne vous inquiétez pas, nous serons de retour avant que vous ne vous en rendiez compte, » dit Hélène en embrassant chacun d'eux sur le front, son doux parfum laissant une trace réconfortante. « Soyez sages, vous deux, » ébouriffa Jacques les cheveux de ses enfants, « et ne rendez pas tante Camille folle. » La porte se referma sur les rires des enfants. Dehors, des nuages sombres commençaient à s'amonceler à l'horizon. Camille était à mi-chemin d'une histoire particulièrement palpitante sur un dragon qui collectionnait des chaussettes colorées quand les premières gouttes de pluie se mirent à tapoter sur les fenêtres. Le vent hurlait dehors, faisant danser les arbres frénétiquement. « Tante Camille !» murmura Sophie, serrant plus fort son lapin en peluche. « Maman et papa devraient être rentrés maintenant, non ?» Thomas faisait semblant de ne pas être inquiet, mais ses yeux ne quittèrent pas la fenêtre. L'horloge indiquait 23h15. La sonnette retentit à 23h47. Ce n'était pas le son joyeux et familier qu'il connaissait. C'était bref, sec, officiel. Camille ouvrit la porte pour trouver 2 policiers, trempés par la pluie. Leurs expressions solennelles lui serrèrent le cœur. Les enfants, qui auraient dû dormir, mais qui se cachaient en haut des escaliers, regardaient en silence. « Madame, nous devons vous parler de Jacques et Hélène Lemaire. » Le reste de la nuit devint un mélange flou de voix basses, d'appels téléphoniques et de larmes silencieuses. Des mots comme hydroplanage, collision frontale et instantanée flottaient dans l'air comme de cruels fantômes. Le lendemain matin, grand-mère Marguerite arriva, les yeux rouges et gonflés. Elle serra ses petits-enfants si fort que ça faisait presque mal, mais aucun ne se plaignit. D'une manière ou d'une autre, ils savaient qu'ils avaient autant besoin de ce câlin qu'elle. « Où est maman ?» demanda Sophie pour la 10e fois, sa voix petite et effrayée. « Pourquoi papa et elle ne sont pas encore revenus ?» Marguerite s'assit sur le canapé, les attirant plus près d'elle. Comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable ? Comment dire à 2 enfants de 5 ans que leurs parents ne rentreraient jamais à la maison ? 3 jours plus tard, le ciel était d'un bleu impossible pour un jour si sombre. Sophie portait une nouvelle robe noire qui la grattait au col.
Thomas n'arrêtait pas de desserrer le nœud papillon que sa grand-mère insistait pour qu'il porte. Il regardait, confus, une foule d'adultes pleurer autour de 2 boîtes en bois brillantes. « Pourquoi maman et papa dorment dans ces boîtes ?» demanda Thomas à Camille, qui leur tenait fermement les petites mains. « Quand vont-ils se réveiller ?» Sophie serra sa peluche contre sa poitrine, se souvenant du parfum de sa mère en cette nuit d'orage. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si triste, ni pourquoi les gens n'arrêtaient pas de dire à quel point ils étaient désolés, ni pourquoi sa grand-mère ne pouvait s'arrêter de pleurer. Mais quelque chose en elle, quelque chose de trop jeune pour le comprendre pleinement, savait que plus rien ne serait jamais pareil, que la cabane violette et verte ne serait jamais construite, que les histoires de dragons collectionnant des chaussettes auraient un goût différent désormais. Lorsque la première pelletée de terre tomba sur les boîtes, le bruit sourd résonna comme un tonnerre lointain. Sophie et Thomas se tinrent la main, un geste instinctif qui deviendrait leur havre de paix dans les années à venir. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans le même lit, comme ils le faisaient pendant les orages. Mais maintenant, il n'y avait plus de maman pour venir voir si tout allait bien, plus de papa pour chasser les monstres imaginaires. Il n'y avait que le silence, l'obscurité et 2 petits cœurs battant à l'unisson, essayant de donner un sens à un monde qui semblait soudainement trop grand. Pierre Dubois fixait Paris à travers les parois de verre de son bureau penthouse. En bas, la ville pulsait de son rythme frénétique habituel, inconsciente du poids du téléphone encore dans sa main. La voix de l'assistante sociale résonnait encore à ses oreilles. « Je suis désolé de vous informer, monsieur Dubois, mais votre sœur Hélène et son mari, sa sœur Hélène, morte. » Le verre de whisky de 12 ans d'âge trembla légèrement dans sa main, les glaçons s'entrechoquant contre le cristal. La dernière fois qu'il avait vu Hélène, c'était il y a 5 ans, aux funérailles de leurs parents. Ils s'étaient à peine parlé ce jour-là. « Monsieur Dubois, » l'interrompit Jessica, son assistante de direction. « Le conseil d'administration attend pour la réunion de 14 heures. »« Annulez tout, » répondit-il, les yeux toujours fixés sur la ville. « Et préparez le jet privé, je dois aller à Lyon aujourd'hui. » Le reflet dans la vitre montra Jessica hésitante, recalculant probablement dans sa tête son emploi du temps méticuleusement organisé. Elle savait que Pierre Dubois n'annulait jamais de réunion. Jamais. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» Pierre ferma les yeux, des souvenirs involontaires l'envahissant. 15 ans plus tôt. « Tu ne peux pas être sérieuse, Hélène !» s'emporta Pierre dans le salon de leurs parents, la voix haussée par la frustration. « Abandonner tes études de droit en dernière année pour un professeur d'histoire ?» Hélène, ses yeux verts lançant des éclairs de détermination, fit face à son frère aîné. « Ton problème, Pierre, c'est de penser que l'argent est la seule chose qui compte dans la vie. Non, mon problème, c'est d'avoir une sœur qui gâche son avenir. Papa et maman ont construit tout ça pour nous. Et toi ? » « Ils l'ont construit pour toi, Pierre. C'est toi qui as toujours voulu l'Empire du Bois. Moi, je veux juste être heureuse. »« Heureuse ?» rit-il amèrement. « Combien de temps ce bonheur durera-t-il quand tu vivras dans un petit appartement en comptant tes centimes ?» Hélène attrapa son sac à main, des larmes de rage coulant sur son visage. « Au moins, je ne mourrai pas seule dans un luxueux penthouse. » Ce furent les derniers mots qu'elle lui adressa de son plein gré. Présent. Le jet privé s'envola vers Lyon, tandis que Pierre examinait les documents que son avocat avait préparés à la hâte. Un testament, des certificats de décès et la garde des enfants. Les enfants. Il connaissait à peine leurs noms. Sophie et Thomas. Des jumeaux de 5 ans, ses neveux et nièces qu'il n'avait jamais rencontrés. « Il doit y avoir une autre option, » marmonna-t-il, desserrant sa cravate italienne sur mesure. Mais il n'y en avait pas. L'assistante sociale avait été claire, il était leur seul parent vivant. L'alternative était le système des foyers d'accueil. Son téléphone vibra. C'était un message de Brigitte, sa gouvernante, depuis 2 décennies. « Les chambres sont prêtes, monsieur Dubois. J'ai retiré tous les objets fragiles et de valeur du premier étage, comme demandé. » Pierre faillit sourire. Brigitte, toujours efficace, était probablement déjà en train de réorganiser tout le manoir pour l'arrivée de 2 enfants de 5 ans. Des enfants dans sa demeure impeccable, avec ses meubles de designer, ses œuvres d'art originales et son silence, tant de silence.
La voiture le déposa devant le bureau des services sociaux. Le bâtiment était gris et terne, si différent des gratte-ciel d'acier et de verre auxquels il était habitué. À l'intérieur, la climatisation luttait contre la chaleur estivale. Monsieur Dubois, une femme d'âge mûr, aux cheveux gris et à l'air bienveillant, le salua. « Je suis Isabelle Moreau. Nous nous sommes parlé au téléphone. Veuillez me suivre. » Elle le conduisit le long d'un couloir dont les murs étaient ornés de dessins d'enfants jusqu'à une petite salle d'attente. À travers une vitre, il les vit pour la première fois. Ils étaient si petits, si terriblement petits. La fille, Sophie, serrait un lapin en peluche usée, ses boucles dorées, identiques à celles d'Hélène au même âge. Le garçon essayait d'avoir l'air sérieux, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Tous deux avaient les yeux verts de leur mère. « Monsieur Dubois, » commença doucement Isabelle, « je comprends que c'est inattendu pour tout le monde. Les enfants sont effrayés et confus. Ils ont tout perdu en une nuit. » Pierre ajusta les poignets de sa chemise, un geste anxieux qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Mademoiselle Moreau, je dois être honnête. Je ne connais rien aux enfants. Ma vie est compliquée. Réunions, voyages, obligations. »« Et pourtant, vous êtes là, » nota-t-elle. « Parce que je suis leur seule option, » répondit-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Isabelle lui offrit un sourire triste. « Non, monsieur Dubois. Vous êtes ici parce que, malgré tout, vous ne pouviez supporter l'idée de voir votre neveu et votre nièce dans le système des foyers. Cela dit quelque chose sur vous, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et les enfants entrèrent, guidés par une autre assistante sociale. De près, la ressemblance avec Hélène était encore plus douloureuse. « Sophie, Thomas, » dit doucement Isabelle, « voici votre oncle Pierre, le frère de votre maman. » Les jumeaux le regardèrent avec un mélange de curiosité et de peur. Pierre réalisa qu'il avait retenu sa respiration. « Bonjour, » dit Thomas le premier, sa petite voix assurée. Sophie se contenta de serrer son lapin plus fort, cachant partiellement son visage derrière lui. Pierre s'accroupit à leur niveau, sans se soucier du pli que cela ferait à son pantalon italien. « Bonjour, » dit-il, surpris par la douceur de sa propre voix. « Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à vos parents. » Les mots semblaient inadéquats, insuffisants. Comment consoler des enfants qui ont tout perdu? Comment remplacer des parents que vous connaissiez à peine? « Tu as une grande maison ?» demanda soudain Thomas. La question prit Pierre au dépourvu. « Oui, elle est assez grande. »« Il y a un jardin ?» La voix de Sophie était à peine un murmure. « Oui, un très grand jardin. Et il y a aussi une piscine. Est-ce que Monsieur Lapin peut venir ?» demanda-t-elle en brandissant la peluche usée. Pierre sentit sa poitrine se serrer. Bien sûr qu'il peut venir, il est le bienvenu. Alors qu'il signait la pile de documents apparemment sans fin, Pierre observait les jumeaux à travers la fenêtre du bureau. Ils étaient assis ensemble sur un petit canapé, Thomas chuchotant quelque chose à sa sœur, qui la fit sourire timidement. Une dernière signature. Isabelle glissa un autre papier vers lui. « C'est officiel. Vous êtes maintenant le tuteur légal de Sophie et Thomas le maire. » Pierre signa, sentant le poids de ce stylo plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions d'euros qu'il avait jamais traité. « Monsieur Dubois, » appela Isabelle alors qu'il sortait. « Ce sont des enfants incroyables, intelligents, gentils, dévoués l'un à l'autre. Ils ont juste besoin de temps et d'amour. » D'amour? Pierre n'était pas sûr de se souvenir de ce que c'était. Mais en voyant les jumeaux se lever, main dans la main, prêts à le suivre dans une nouvelle vie, quelque chose en lui, quelque chose qui était en sommeil depuis longtemps, commença à s'agiter. Sur le chemin de l'aéroport, son téléphone vibrait sans cesse d'emails urgents et de messages sans réponse. Pour la première fois depuis des années, Pierre Dubois, PDG de Dubois Enterprise, les ignora complètement. Il était trop occupé à regarder dans le rétroviseur deux petits visages contemplant la ville qui défilait, portant le poids d'un monde qui s'était effondré, mais aussi, peut-être, un faible espoir que quelque chose de nouveau pouvait commencer. Le portail en fer forgé s'ouvrit silencieusement, révélant une allée bordée d'arbres. Sophie et Thomas pressèrent leurs visages contre la vitre de la voiture, les yeux écarquillés,
à la vue du manoir qui se dressait devant eux. 3 étages de pierre pâle avec d'immenses fenêtres, imposants et intimidants sous le ciel du crépuscule. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », annonça Pierre, sa voix sonnant étrangement formelle, même à ses propres oreilles. Brigitte les attendait à l'entrée, les mains jointes sur son tablier impeccable. Derrière elle, une rangée de personnel de maison était alignée comme des soldats, le cuisinier, 2 femmes de chambre, le chauffeur, le jardinier. « Les enfants doivent être fatigués du voyage », observa Brigitte, remarquant les regards anxieux des jumeaux. « J'ai préparé du chocolat chaud et des biscuits dans leur chambre. »« Excellent », répondit Pierre, consultant déjà son téléphone. « Montrez-leur leur chambre et, enfin, tout ce dont ils ont besoin. J'ai des appels importants à passer dans le bureau. » Sophie serra la main de Thomas alors qu'ils commençaient à monter le grand escalier de marbre, leurs pas résonnant dans le vaste hall d'entrée. Les murs étaient ornés de tableaux aux cadres dorés qui semblaient les observer avec des yeux sévères. « Vos chambres sont reliées par une porte, » expliqua Brigitte, ouvrant une porte blanche aux détails dorés. « Sophie, celle-ci est la tienne. La chambre était assez grande pour contenir 3 fois son ancienne. Les murs étaient d'un rose pâle, le lit avait un baldaquin en soie et une maison de poupée de la taille d'une table à manger se tenait dans un coin. Et voici la tienne, Thomas. » Brigitte ouvrit la porte adjacente, révélant une chambre dans les tons de bleu avec un bureau ancien, un télescope près de la fenêtre et une bibliothèque remplie de livres. « On peut dormir dans la même chambre ?» demanda Sophie d'une petite voix, tenant toujours sa peluche. Brigitte hésita. « Eh bien, chacun de vous a sa propre chambre maintenant. N'est-ce pas mieux ? » ?»« S'il te plaît, » insista Thomas, « juste pour ce soir. » « D'accord, » soupira Brigitte, « juste pour ce soir. » Plus tard, après que les enfants se furent enfin endormis ensemble dans le lit de Sophie, Pierre monta pour voir comment ils allaient. Il s'arrêta sur le seuil, observant leurs visages endormis. Il y avait quelque chose de vulnérable dans cette scène qui le mettait mal à l'aise, comme s'il s'immisçait dans un moment privé. Les jours suivants établirent une routine. Pierre partait tôt pour le bureau, avant même que les enfants ne soient réveillés. Brigitte supervisait le petit déjeuner, des cours particuliers devaient commencer la semaine suivante, et la maison fonctionnait comme une machine bien huilée. Mais la nuit, lorsque le silence s'installait sur le manoir, on pouvait entendre des sanglots étouffés à travers les murs. Chaque matin, Brigitte trouvait les jumeaux dormant ensemble, peu importe dans quelle chambre ils avaient commencé. Le 3e jour, Pierre tenta de dîner avec eux. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, sa fourchette piquant le saumon grillé. « Bien, » répondit automatiquement Thomas. Sophie se contenta de pousser ses petits pois. « Vous avez aimé les nouveaux jouets ?» Un autre bien murmuré. Le silence s'installa sur la table de salle à manger antique, bien trop grande pour seulement 3 personnes. Pierre vérifia sa montre 5 fois avant le dessert. Le lendemain matin, il laissa un nouvel iPad dans chaque chambre avant de partir travailler. Ce soir-là, il trouva les 2 appareils intacts. Le samedi, Pierre n'avait aucune excuse pour s'échapper au bureau. Il errait dans la maison comme un fantôme, croisant parfois son neveu et sa nièce qui semblaient tout aussi perdus dans les immenses couloirs. C'est Sophie qui trouva la photo. Elle explorait une pièce du 2e étage, celle avec le piano recouvert d'un drap blanc, quand elle remarqua une photo encadrée sur la cheminée. Dessus, une adolescente souriait en enlaçant un garçon à l'air sérieux. Ces boucles étaient les mêmes boucles dorées que Sophie voyait dans le miroir. « Oncle Pierre » appela-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce vide. « C'est maman ?» Pierre, qui passait dans le couloir, se figea. Il s'approcha lentement, comme si la photo pouvait mordre. « Oui » répondit-il après un long moment. « Elle avait 16 ans ici. C'était son anniversaire. » Elle rit, observa Sophie, ses doigts touchant doucement le verre. « Oui, elle. » Pierre s'éclaircit la gorge. On venait de lui offrir une guitare. Elle était déterminée à apprendre à en jouer. Est-ce qu'elle a appris ? Un fantôme de sourire traversa les lèvres de Pierre. Non, elle était terrible. Mais elle a continué d'essayer pendant des mois, jouant les 3 mêmes mauvais accords.
Comme la chanson que Thomas essaie de jouer sur sa flûte à bec de l'école, remarqua Sophie, et pour la première fois depuis leur arrivée, Pierre la vit sourire. Thomas, qui avait écouté près de la porte, entra dans la pièce. « Je ne la joue pas mal, je la joue différemment. »« Si, tu la joues mal, » rit Sophie. « On dirait un canard qui s'étouffe. »« Non, c'est faux. »« Si, c'est vrai. » Pierre regarda l'échange entre les frères et sœurs, sentant quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Il y avait un piano ici » demanda soudain Thomas, remarquant l'instrument couvert. « Oui, » répondit Pierre. « Ta mère prenait des leçons. Elle était bien meilleure au piano qu'à la guitare. On peut le voir » Pierre hésita, puis se dirigea vers le piano. La couverture blanche glissa, comme un fantôme banni, révélant l'acajou poli en dessous. Sophie s'approcha prudemment, pressant une seule touche. La note solitaire résonna dans la pièce. Son morceau préféré était « Clair de lune », dit Pierre, se surprenant lui-même. Elle le jouait chaque fois qu'elle était nerveuse ou triste. Les enfants le regardèrent avec une curiosité nouvelle, comme s'ils le voyaient vraiment pour la première fois. « Qu'est-ce que maman faisait d'autre » demanda Thomas, s'asseyant sur le banc du piano. Pierre s'assit aussi, laissant Sophie se faufiler entre eux. « Eh bien, commença-t-il, quand elle avait votre âge, elle se cachait dans la bibliothèque pour lire. Elle avait un coin secret derrière une étagère. »« Il y a une bibliothèque ?» Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Tu peux nous la montrer ?» ajouta Sophie. Pierre regarda automatiquement sa montre, puis s'arrêta. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Ils passèrent l'après-midi à explorer la bibliothèque. Pierre leur montra la cachette secrète d'Hélène, maintenant trop petite pour les adultes, mais parfaite pour 2 enfants de 5 ans. Ils trouvèrent des livres avec ses notes dans les marges, un vieux journal intime que Pierre mit discrètement de côté pour le lire plus tard, et même un dessin délavé qu'elle avait fait sur le mur derrière l'étagère. Quand Brigitte les appela pour le dîner, elle les trouva tous les 3 assis par terre dans la bibliothèque, entourés de livres poussiéreux et de vieilles photos, avec Pierre racontant l'époque où Hélène avait essayé de créer un club de détectives secrets et avait fini par découvrir que le jardinier volait des poires du verger. Cette nuit-là, pour la première fois, Sophie et Thomas dormirent dans leurs propres chambres séparées. Et pour la première fois depuis leur arrivée, Pierre n'entendit pas de sanglots étouffés à travers les murs. Avant de se retirer pour la nuit, il s'arrêta dans la salle du piano. La photo était toujours sur la cheminée. Hélène, éternellement âgée de 16 ans et souriante. « Je suis désolé, » lui murmura-t-il. « Pour tout ?» Puis, sur une impulsion soudaine, il découvrit à nouveau le piano et pressa une touche. La note résonna dans le manoir silencieux qui ne semblait plus tout à fait aussi froid. Les touches du clavier de l'ordinateur portable de Pierre résonnaient dans la bibliothèque comme des coups de feu étouffés. 3 rapports en retard, 2 visioconférences manquées, et maintenant ça, des rires et des cris venant du couloir, perturbant sa concentration pour la 5e fois de l'heure. « Brigitte !» appela-t-il en se frottant les tempes. Mais ce ne fut pas Brigitte qui répondit. Un bruit sourd suivi de rires enfantins se répercuta dans la maison, et Pierre sentit son irritation monter comme une vague. Les 2 dernières semaines avaient été un test constant de sa patience. Des jouets éparpillés dans les couloirs autrefois impeccables, des traces de doigts maculant les porte-fenêtres, du bruit, tellement de bruit. La nuit précédente, il avait trouvé des empreintes de pas boueuses sur le tapis persan du XIXe siècle. Ce matin-là, Thomas avait renversé du jus d'orange sur des documents importants. Et maintenant... « Attrape-la, Thomas ! On ne court pas dans la maison. » Pierre ferma son ordinateur portable avec force. Son dernier refuge de paix, la bibliothèque, était ruiné. Dans le couloir, Sophie et Thomas jouaient à chat, leur rire résonnant comme des fantômes joyeux, dans une maison qui autrefois prisait le silence. Les enfants. Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. N'avions-nous pas dit de ne pas courir à l'intérieur ? Ils s'arrêtèrent de brusquement, Sophie manquant de s'écraser contre son frère. « Désolé, oncle Pierre » murmura Thomas en regardant ses pieds. « Désolé ne répare pas » commença Pierre, mais il fut interrompu par un son qui lui glaça le sang, le tintement incomparable de la porcelaine brisée. Le temps sembla se figer. Sur le piédestal près du mur, où se trouvait autrefois le vase de Sèvres que sa mère chérissait,
Il n'y avait plus qu'un espace vide. Sur le sol, des éclats bleus et blancs formaient une constellation tragique sur le tapis persan. C'était un accident, sanglota Sophie, des larmes coulant déjà sur son visage. On ne faisait que jouer. Pierre sentit quelque chose en lui se briser, comme une digue qui cède enfin. La frustration des dernières semaines éclata. Un accident ? Sa voix monta dangereusement. Renverser un verre d'eau est un accident. Ça, dit-il en désignant les éclats, c'est de la destruction. Cette pièce avait 400 ans. C'était un héritage de famille. Thomas s'avança, se plaçant en partie devant sa sœur. On peut le réparer. Le réparer ? Pierre laissa échapper un rire sans humour. Vous ne pouvez rien réparer. Tout ce que vous faites, c'est détruire. Depuis que vous êtes arrivé, c'est une chose après l'autre. Cette maison était parfaite avant vous. Sophie pleurait maintenant ouvertement, s'accrochant au bras de son frère. Les yeux de Thomas étaient remplis de larmes, mais il gardait le menton haut, son regard un mélange de peur et de défi. « Je n'en peux plus !» continua Pierre, sa voix résonnant dans les couloirs. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement disparaître? Partez et ne revenez jamais. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre vit, comme au ralenti, le moment exact où quelque chose se brisa dans les yeux des enfants, quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel vase. Sophie fut la première à courir, Thomas juste derrière elle. Le son de leurs pas dans les escaliers diminua jusqu'à être avalé par le silence sépulcral du manoir. Pierre resta là, respirant lourdement, les fragments de vase à ses pieds reflétant la lumière de l'après-midi comme des larmes gelées. « Monsieur ?» apparut Brigitte, son visage habituellement composé maintenant ridé d'inquiétude. « J'ai entendu des cris. J'ai entendu... »« Nettoyez ce désordre !» ordonna-t-il froidement, retournant vers la bibliothèque. « Monsieur Dubois, » dit Brigitte, son ton plus vif qu'il ne l'avait jamais entendu en 20 ans, « ce sont des enfants qui ont tout perdu. » Pierre ne répondit pas. Il s'enferma dans la bibliothèque, essayant de retourner au travail, mais les mots sur l'écran dansaient sans signification. Le ciel s'assombrit lentement, de lourds nuages promettant la pluie. Le dîner fut servi, mais les places des enfants restèrent vides. Brigitte rapporta qu'ils ne voulaient pas quitter leur chambre. « Peut-être devriez-vous... » commença-t-elle. « Ils doivent apprendre, » la coupa Pierre, bien qu'il n'ait pas touché non plus à la nourriture dans son assiette. À minuit, l'orage éclata. Pierre était toujours dans son bureau, un demi-verre de whisky sur son bureau, quand Brigitte fit irruption sans frapper, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ils sont partis. Comment ça, partis? Je suis allé leur apporter du chocolat chaud. Leurs chambres sont vides. Les lits n'ont même pas été défaits. Et elle tendit un morceau de papier froissé. J'ai trouvé ça. L'écriture enfantine et inégale disait seulement « Puisque tu veux qu'on parte, au revoir ». Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dehors, le tonnerre secouait les fenêtres du manoir et la pluie tombait en rideaux denses. « J'ai déjà appelé la police », dit Brigitte, tordant son tablier entre ses mains. « Ils sont en route. » Pierre se dirigea vers la fenêtre, fixant l'obscurité au-delà de la vitre. Quelque part là-dehors, 2 enfants de 5 ans erraient seuls dans une tempête, à cause de lui. La voix d'Hélène résonna dans son esprit. « Au moins, je ne mourrai pas seul dans un luxueux penthouse. » Non, elle était morte en laissant 2 enfants, ses neveux et nièces, aux soins d'un frère qu'elle savait trop froid, trop occupé, trop préoccupé par des choses qui semblaient maintenant absurdement insignifiantes. « Monsieur ?» Brigitte était toujours à la porte. « Que devons-nous faire ?» Pierre jeta un coup d'œil aux éclats de vase sur son bureau. Brigitte les avait soigneusement rassemblés. Un héritage de famille, avait-il dit. Mais quelle famille restait-il pour préserver des héritages? Prenez la voiture, ordonna-t-il, attrapant déjà son manteau et des parapluies. Beaucoup de parapluies. En dévalant les escaliers, Pierre réalisa que pour la première fois depuis l'arrivée des enfants, il ne pensait pas aux réunions manquées, aux rapports en retard ou à la porcelaine brisée. Il ne pensait qu'à 2 petites silhouettes perdues dans la nuit, ne transportant rien d'autre que des cœurs brisés et un lapin en peluche trempé. Et enfin, il ressentait la peur. Pas la peur calculée des affaires, mais la terreur viscérale et primale de réaliser,
trop tard, que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées avec tout l'argent du monde. La pluie transformait les lumières de la ville en taches de couleur floue, alors que Sophie et Thomas marchaient main dans la main le long du trottoir, glissant. Monsieur Lapin, maintenant trempé, pendait mollement de la main libre de Sophie. « J'ai froid », murmura Sophie, les dents claquant. Thomas serra la main de sa sœur. « Là, dit-il en désignant un abribus avec un toit. On peut attendre que la pluie s'arrête. » Blottis sur le banc en métal, les jumeaux regardèrent les voitures passer, leurs phares se reflétant dans les flaques d'eau comme des lucioles aquatiques. Aucun des deux ne mentionna la faim qui leur rongeait l'estomac. « Tu crois qu'on va lui manquer » demanda Sophie après un long silence. Thomas ne répondit pas tout de suite. « Il voulait qu'on parte, » dit-il finalement. La nuit s'étira lentement. Quand la pluie se calma enfin, ils reprirent leur marche sans but, guidés uniquement par le besoin de continuer à bouger pour chasser le froid. Le parc apparut comme une oasis dans le paysage urbain. Dans le terrain de jeu vide et détrempé, ils trouvèrent un tunnel en plastique, parti d'une structure de jeu, qui offrait un peu d'abri. « Venez par ici, les petits !» Une voix rauque les surprit. Une femme âgée sortit de l'ombre, portant un sac à dos usé. Son visage ridé avait une gentillesse qui leur rappelait vaguement grand-mère Marguerite. « Vous allez attraper une pneumonie comme ça, » dit-elle en sortant une fine couverture de son sac. « On m'appelle Rose. J'ai un coin un peu plus sec sous le pont. » Thomas hésita, se plaçant protecteur devant sa sœur. « Notre maman a dit de ne pas parler aux inconnus. » Rose eut un sourire triste. « Ta maman a raison, mais je parie qu'elle ne voudrait pas non plus que vous geliez dans un terrain de jeu. J'ai du chocolat chaud dans un thermos. » Le campement sous le pont était un petit monde à part. Des bâches tendues formaient des tentes de fortune et quelques personnes étaient assises autour d'un petit feu contenu dans un baril en métal. « Hé Rose, qui sont ces petits ?» demanda un homme à la barbe grise. « Je les ai trouvés trempés dans le parc, Joe. Ils ont besoin de se sécher. » Joe et les autres, 3 autres personnes, gardèrent une distance respectueuse, pendant que Rose enveloppait les jumeaux dans la couverture et leur offrait des gobelets en papier de chocolat chaud. « Vous n'avez pas à nous dire quoi que ce soit que vous ne voulez pas, » dit-elle doucement. « Mais est-ce que quelqu'un vous cherche ?» Sophie et Thomas échangèrent un regard. « Notre oncle » commença Sophie. « Il ne veut pas de nous » termina Thomas. De retour au manoir du bois, Pierre faisait les 100 pas dans son bureau, pendant que la police prenait des dépositions. « Y a-t-il eu un désaccord avant leur disparition » demanda un détective, carnet ouvert. Pierre redressa sa cravate. « Une petite réprimande sur le bon comportement. »« Quel genre de réprimande, monsieur Dubois ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. Brigitte revint quelques instants plus tard, accompagnée d'une femme en blazer gris et à l'expression déterminée. « Chloé Garnier, services sociaux ?» se présenta-t-elle. « J'ai été informé de la disparition de Sophie et Thomas Lemaire. »« Nous nous en occupons déjà, » répondit sèchement Pierre. « Oui, je vois. » Chloé jeta un coup d'œil autour du luxueux bureau. « Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle 2 enfants de 5 ans s'enfuiraient d'un manoir ?» Pierre sentit son visage s'empourprer. « Il y a eu un incident. »« Quel incident ?»« Ils ont cassé un vase de valeur. J'ai peut-être perdu mon sang-froid. » Chloé nota quelque chose dans son dossier. « Et exactement, que leur avez-vous dit, monsieur Dubois ?» Le matin apporta une clarté brutale. Sophie et Thomas, maintenant moins trempés mais toujours épuisés, partageaient un morceau de pain que Rose leur avait donné. « On doit partir, » chuchota Thomas à sa sœur, « avant que quelqu'un nous oblige à rentrer. »« Mais où ?» demanda Sophie. La question resta sans réponse. Saisissant un moment où Rose distribuait du café aux autres, les jumeaux s'éclipsèrent discrètement. Le centre-ville se réveillait. Des professionnels pressés passaient à côté d'eux sans un regard. Une femme, traînant une valise à roulettes, faillit trébucher sur Sophie. « Où croyez-vous aller comme ça ?» Une voix bourrue les fit se figer. Un agent de sécurité de centre commercial les regardait avec méfiance. « Où sont vos parents ?» Les jumeaux détalèrent, leurs petits cœurs battant comme des tambours. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle, puis une autre, jusqu'à être complètement perdus. « Thomas, » gémit Sophie, « je veux rentrer à la maison. »« Quelle maison ?»
répliqua-t-il, avec un ton bien plus amer qu'un enfant de 5 ans ne devrait en être capable. Chloé Garnier se gara dans un quartier résidentiel, regardant des enfants jouer dans un parc voisin. Pas Sophie et Thomas, mais ils auraient pu l'être. Son esprit ne cessait de calculer combien de temps 2 petits enfants pouvaient survivre seuls dans la rue. Son téléphone sonna. « Madame Garnier, c'est Brigitte, du manoir du Bois. J'ai pensé que vous devriez savoir. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre des enfants. Quoi exactement ? Un journal. Sophie écrivait dedans. Il y a une adresse marquée plusieurs fois, on dirait leur ancienne maison. Chloé démarrait déjà la voiture. « Envoyez-moi l'adresse. » En conduisant, elle ne pouvait s'empêcher de penser au regard distant de Pierre Dubois lorsqu'il parlait de ses neveux et nièces, comme s'ils étaient un inconvénient dans sa vie parfaitement organisée, plutôt que 2 enfants traumatisés ayant désespérément besoin d'amour. Le soleil commençait à se coucher lorsque Sophie et Thomas reconnurent enfin où ils étaient. La rue leur semblait familière, bien que maintenant elle paraisse différente, plus petite, plus triste. Leur ancienne maison était vide, un panneau « à vendre » sur la pelouse de devant. La balançoire que leur père avait construite était toujours suspendue à l'arbre du jardin, grinçant doucement dans la brise du soir. « Regarde » Thomas montra une fenêtre du 2e étage, notre chambre. Sophie serra plus fort Monsieur Lapin. « J'aimerais que maman et papa soient là. » Thomas lui prit la main. Il était sur le point de répondre quand des phares illuminèrent la rue calme. Une voiture s'arrêta et une femme en sortit précipitamment. « Sophie, Thomas !» appela doucement Chloé. « Tout va bien, personne ne vous fera de mal. » Les jumeaux se regardèrent, trop fatigués pour courir. « Vous devez avoir faim, » continua Chloé, gardant ses distances. « Que diriez-vous d'un hamburger ? Je connais un super endroit, tout près. » Sophie fit un pas en avant. « On n'est pas obligé de retourner au manoir ?» Chloé sourit gentiment. « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste prendre un repas chaud et discuter un peu. Ça vous dit ?» Thomas hésitait encore. « Promis ?» Promis. Lentement, comme des chatons effrayés, les jumeaux s'approchèrent. Chloé nota leurs cheveux emmêlés, leurs vêtements sales et leurs yeux épuisés. Mais elle vit aussi autre chose, une résilience surprenante chez 2 enfants qui, ayant tout perdu, savaient encore l'un l'autre. En les guidant vers sa voiture, Chloé esquissait déjà mentalement son rapport. Pierre Dubois avait beaucoup à expliquer, et cette fois, tout son argent et son influence ne suffiraient pas à échapper aux conséquences de ses actes. Le foyer Sainte-Marie était un bâtiment de briques rouges, entouré d'un jardin bien entretenu. Chloé conduisit les jumeaux le long du chemin de pierre, observant comment ils se serraient l'un contre l'autre, Sophie tenant toujours sa peluche trempée. Bienvenue, une religieuse au visage bienveillant les accueillit à la porte. « Je suis sœur Maria. Vous 2, vous devez être épuisés. » Les enfants examinèrent les environs, des murs colorés ornés de dessins d'enfants, le son lointain de rires venant de quelque part à l'intérieur, l'odeur de biscuits fraîchement cuits dans l'air. « Venez » sœur Maria tendit la main. « Allons vous trouver des vêtements secs. » Thomas hésita. « On peut rester dans la même chambre ?»« Nous avons des dortoirs séparés pour les garçons et les filles, » expliqua doucement la religieuse. « Mais vous vous verrez toute la journée. » Sophie serra la main de son frère. « Promis ?» Promis. Dans les semaines qui suivirent, les jumeaux s'adaptèrent lentement à la vie au foyer. Les matins étaient consacrés aux leçons, les après-midi aux loisirs. Sophie découvrit la salle d'art où elle passait des heures à dessiner avec des crayons de cire et des aquarelles. Thomas tomba amoureux de la petite bibliothèque, dévorant des livres d'astronomie et construisant des fusées en papier. « Regardez ça !» fit remarquer Chloé à sœur Maria, admirant l'un des dessins de Sophie. C'était un portrait détaillé de leur ancienne maison, chaque fenêtre et chaque fleur méticuleusement esquissée. « Elle a un don particulier », acquiesça la religieuse. « Et Thomas ? Eh bien, son professeur de mathématiques dit qu'il résout des problèmes de 2 ans au-dessus de son niveau. » Dans le dortoir des filles, Sophie se lia d'amitié avec Léa, une fillette de 7 ans qui avait aussi un jouet en peluche, un pingouin nommé Monsieur Frisson. Dans le dortoir des garçons, Thomas trouva un allié en Samy qui partageait sa passion pour la construction d'objets à partir de matériaux recyclés.
Chaque matin, avant les cours, les jumeaux se retrouvaient dans le jardin. C'était leur moment spécial, où ils pouvaient juste être Sophie et Thomas, se chuchotant leurs peurs et leurs rêves. « J'ai fait ça pour toi », dit Sophie un matin, donnant un dessin à son frère. C'était un portrait de lui regardant à travers un télescope, des étoiles brillantes en arrière-plan. « C'est parfait », sourit Thomas, rangeant soigneusement le dessin dans son cahier de sciences. « Quand je construirai une vraie fusée, tu feras tous les designs. » Dans le bureau de Chloé, un dossier s'épaississait de rapports et d'observations. Les enfants alertaient bien, mais quelque chose la tracassait. Pourquoi Pierre Dubois, avec toutes ses ressources, avait-il simplement abandonné ses neveux et nièces sans se battre ? « Monsieur Dubois, dit-elle au téléphone, nous devons discuter de Sophie et Thomas. Ils sont en sécurité, n'est-ce pas ?» Sa voix semblait distante, professionnelle. « Ce foyer a une bonne réputation. Ce n'est pas la question. Vous êtes leur tuteur légal. Et je suis clairement inapte à ce rôle. Je préférerais ne plus interférer. » Chloé fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas seulement de la froideur, mais peut-être de la culpabilité. Son enquête la mena à de vieux dossiers de famille. Des photographies jaunies montraient une jeune Hélène et un jeune Pierre souriant. Des coupures de presse documentaient l'ascension fulgurante de Dubois Enterprise. Puis le silence. Des années sans aucune trace de contact entre le frère et la sœur. La vie continua au foyer. Sophie découvrit un talent particulier pour les portraits, capturant non seulement les traits du visage, mais quelque chose de l'esprit de ses sujets. Ses peintures commencèrent à décorer les couloirs de Sainte-Marie. Pendant ce temps, Thomas étonna tout le monde en remportant le concours scientifique de l'école avec un projet sur l'énergie solaire. Son prix, un petit télescope entièrement fonctionnel, devint la pièce maîtresse des sessions d'observation nocturne qu'il organisait pour les autres enfants dans le jardin. « Vous voyez cette étoile ?» expliquait-il en ajustant le télescope. « Elle fait partie de la constellation d'Orion. »« C'est magique », murmura Léa en regardant à travers l'oculaire. Sophie, assise sur l'herbe à côté de son frère, esquissait le moment dans un nouveau carnet, un cadeau de Chloé. Sur la page, les enfants devenaient de minuscules astronomes découvrant les secrets de l'univers. Mais il n'y avait pas que des étoiles et des peintures. La nuit, quand les dortoirs se taisaient, il y avait encore des larmes. Sophie se réveillait encore en appelant sa mère. Thomas faisait encore des cauchemars sur la nuit d'orage où il s'était enfui. « Pourquoi il ne voulait pas de nous ?» demanda Sophie un après-midi alors qu'elle peignait dans la salle d'art. Chloé, en visite, sentit son cœur se serrer. « Parfois, les adultes font des erreurs, » répondit-elle, regardant la jeune fille ajouter des ombres sombres à sa toile. Un manoir solitaire sous un ciel d'orage. « Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal. » Thomas, lisant près de la fenêtre, leva les yeux de son livre. « On n'a pas besoin de lui. On s'a l'un l'autre. » Chloé remarqua l'échange silencieux entre les jumeaux, une forme de communication construite à travers une vie de joie et de peine partagée. Ils étaient le plus forts ensemble, c'était clair. Elle vit aussi comment Thomas protégeait instinctivement sa sœur, comment Sophie gardait toujours un morceau de dessert supplémentaire pour lui. Ils n'étaient que des enfants, mais ils avaient déjà appris à être une famille, l'un pour l'autre, d'une manière que Pierre Dubois, malgré toute sa richesse, semblait incapable de comprendre. Cette nuit-là, après que tous les enfants se furent endormis, Chloé s'assit dans son bureau, passant en revue ses notes. De vieilles photos de la famille Dubois étaient éparpillées sur son bureau, des moments figés d'un passé plus heureux. Il y avait là une histoire non racontée qui devait être mise au jour. Pas seulement pour Sophie et Thomas, mais aussi pour Pierre. Car dans les quelques moments où elle l'avait vu avec les enfants, Chloé avait senti quelque chose qu'il ne réalisait peut-être pas lui-même. Un désir de connexion réprimé, étouffé par des années de distance émotionnelle. Parmi ces papiers se trouvait un nouveau dessin de Sophie. Il montrait 3 personnages se tenant la main. Sophie, Thomas et une femme aux cheveux dorés souriant doucement. Dans le coin, d'une écriture enfantine soignée, étaient inscrits les mots « Notre famille au ciel ». Chloé prit son téléphone. Il était temps d'avoir une autre discussion avec Pierre Dubois.
Le temps à Sainte-Marie s'écoulait comme une rivière douce, marquée par les saisons et les petites victoires. Lors de leur premier printemps, l'auditorium de l'école éclata d'applaudissements lorsque Sophie monta sur scène pour recevoir son premier prix d'art. Son dessin, un autoportrait d'elle et de Thomas regardant les étoiles, avait remporté le concours régional. Au premier rang, Thomas applaudissait plus fort que tout le monde, tandis que Chloé souriait fièrement, appareil photo en main. Au fond, inaperçu de tous, un homme en costume chair regarda brièvement avant de s'éclipser. Les étés passèrent, le talent de Thomas en informatique devint évident. Dans la salle d'informatique, ses doigts volaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. « C'est impossible », se plaignit Samy en regardant l'écran. « Comment tu résous ces problèmes si vite ?» Thomas haussa les épaules, plongé dans des lignes de code. « C'est juste de la logique, comme assembler un puzzle. » Le professeur d'informatique créa un club de codage, juste pour lui, nourrissant ses compétences exceptionnelles. Sophie passait souvent après les cours avec son carnet de croquis, désormais plus sophistiqué. « Regarde ça !» lui montrait-elle ses créations, des personnages pour les jeux qu'il développait, des interfaces qui rendaient de son code plus convivial. L'automne apporta des expositions et des concours. Chloé se gara devant le musée d'art moderne de Paris, où une bannière annonçait l'exposition des jeunes artistes. Près de l'entrée, l'art de Sophie, maintenant des peintures numériques sophistiquées, était exposé en bonne place. « Nerveuse ?» demanda Chloé à la jeune artiste qui tripotait anxieusement sa robe. « Un peu », admit Sophie, « mais Thomas a dit qu'il piraterait le système de vote si je ne gagne pas. »« Je n'ai pas dit ça », protesta Thomas en ajustant un nœud papillon inconfortable. « J'ai juste dit que je pourrais. » L'hiver vit les jumeaux changer. Sophie, autrefois timide, affrontait maintenant les foules avec grâce. Thomas canalisait sa douleur dans une détermination féroce à maîtriser chaque défi technologique qu'il rencontrait. Le concours national d'informatique marqua un autre tournant. Thomas, le plus jeune participant, présenta un logiciel qui traduisait l'art en musique, inspiré par les peintures de Sophie. L'algorithme analyse les couleurs, les formes et les traits, expliqua-t-il au juge, et les convertit en mélodie et harmonie. Quand il remporta la première place, Sophie fut la première à le serrer dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire. » Au fond de l'auditorium, Pierre Dubois regardait la présentation via une tablette, retransmise en direct par un membre du personnel qui l'envoyait régulièrement pour suivre les jumeaux. Les saisons continuaient de tourner. Sophie commença à travailler sur sa série d'art la plus ambitieuse. « Écho du silence. »« Tu es sûr de ça ?» demanda Chloé, la regardant peindre. « Absolument, » répondit Sophie, ses pinceaux dansant sur la toile. « Je veux raconter notre histoire. » L'exposition ouvrit dans une petite galerie locale. 12 peintures dépeignaient le voyage des jumeaux, d'une maison heureuse à un manoir froid, des rues sombres à un foyer accueillant. La dernière peinture montrait 2 arbres poussant côte à côte, leurs racines entrelacées, tendant vers le ciel. Thomas passa des heures à étudier chaque pièce. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. « Tu as montré tout ce que nous ne pouvions pas dire. » La salle d'informatique du foyer évolua au fil des ans. De nouvelles machines, données anonymement, permirent à Thomas d'enseigner la programmation à des enfants plus jeunes. « Qui penses-tu les a envoyés ?» demanda Léa un jour. Sophie et Thomas échangèrent un regard. Ils savaient que le donateur anonyme était le même qui finançait discrètement leurs cours supplémentaires, leur matériel d'art et leurs frais de compétition. La même personne qui n'apparaissait jamais, ne parlait jamais, ne tendait jamais la main. « Ça n'a pas d'importance, » dit Thomas en se retournant vers son code. « Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » Le dernier hiver au foyer apporta la lettre qui allait tout changer. « École polytechnique », lut Chloé à voix haute, sa voix tremblant d'excitation. « Thomas, c'est incroyable. »« Et S-Mode pour moi », annonça Sophie en brandissant sa propre lettre d'acceptation. « Paris, les meilleures écoles dans leurs domaines respectifs, offrant des bourses complètes. Pas d'un donateur anonyme cette fois, mais gagnées par leur propre mérite. »« Elles sont dans la même ville !» s'exclama Léa. Les jumeaux sourirent. Pour une fois, ils n'avaient pas peur de la séparation. « On en a déjà parlé, » expliqua Sophie. « Il est temps de découvrir qui nous sommes individuellement. »
Cette nuit-là, dans le jardin du foyer, les jumeaux s'installèrent à leur endroit préféré sous les étoiles. Le même télescope de leur premier concours scientifique était pointé vers Orion. « Tu te souviens quand tu as dit que tu construirais une fusée ?» sourit Sophie. « Et tu as dit que tu ferais les dessins » termina Thomas. « Je suppose qu'on s'en est approché, hein ?» Sophie feuilleta son carnet de croquis. Pas le même, mais dans l'esprit, identique à celui qu'elle portait à son arrivée au foyer. À l'intérieur, des années de rêve, de peur et d'espoir, rendues avec des traits de plus en plus assurés. « Tu penses qu'il serait fier ?» demanda-t-elle en levant les yeux au ciel. Thomas suivit son regard. « J'en suis sûr. » Dans son bureau parisien, Pierre Dubois étudiait les lettres d'acceptation scannées sur sa tablette. À côté, un dossier contenait des années de rapports, de photos et de coupures de presse sur des expositions d'art et des compétitions de codage. « Ils l'ont fait, Hélène », murmura-t-il à la photo de sa sœur sur son bureau. « Malgré moi, pas grâce à moi. Ils l'ont fait. » Son téléphone vibra. C'était Chloé Garnier. « Ils sont prêts, » dit-elle simplement. « La question est, l'êtes-vous » Le défilé de mode Desmode était bondé. En coulisses, Sophie vérifiait les derniers détails de sa collection numérique. Chaque pièce intégrait une technologie subtile. Des robes qui changèrent de couleur avec l'humeur de la personne qui les portait, des blazers avec des commandes musicales intégrées dans les manches, des foulards affichant des messages personnalisés. « Tous les capteurs fonctionnent parfaitement », confirma Thomas en scannant une tablette. Bien qu'il étudie à l'école polytechnique, il avait insisté pour être là pour programmer chaque élément interactif des créations de sa sœur. Les applaudissements furent tonitruants lorsque les mannequins défilèrent sur le podium. Au premier rang, Chloé essuya discrètement des larmes de fierté. Plus loin dans le public, inaperçu de tous, Pierre Dubois regardait sa nièce briller. Le succès fut instantané. Les magazines de mode et de technologie se bousculaient pour des interviews avec la jeune créatrice qui révolutionnait la technologie portable. Mais Sophie avait de plus grands projets. « Je ne veux pas seulement faire de beaux vêtements », expliqua-t-elle à Thomas lors d'une rencontre le week-end à mi-chemin de leurs universités. « Je veux des pièces qui ont un véritable impact sur la vie des gens. » Thomas sourit, tournant son ordinateur portable pour qu'elle puisse voir l'écran. « Alors tu vas aimer ça ? Tu te souviens de cette application d'accessibilité sur laquelle je travaillais ?» Sur l'écran se trouvait une interface élégante pour un système qui traduisait les mouvements du corps en commande, permettant aux personnes à mobilité réduite de contrôler des appareils avec des gestes minimes. « Avec ta technologie textile, poursuivit-il, nous pourrions l'intégrer dans les vêtements. Imagine des vestes qui aident les personnes paralysées à bouger plus indépendamment. » Sophie attrapa son carnet de croquis toujours présent, un élément de base de sa vie, et commença à dessiner. Et si on ajoutait des capteurs ici et ici? Textile est né à cette table de café, griffonné sur des serviettes en papier et alimenté par des rêves ambitieux. Le premier bureau était petit, un espace partagé à Marseille. Sophie transforma un coin en studio avec des mannequins et des chutes de tissus techniques éparpillées parmi les ordinateurs et les circuits imprimés. « C'est plus organisé que ma chambre au foyer », plaisanta-t-elle en accrochant au mur son premier dessin de Thomas avec son télescope. Les premiers mois furent une montagne russe. Les investisseurs adoraient le concept, mais doutaient de la jeunesse des fondateurs. Les fabricants doutaient de la faisabilité de la production à grande échelle. « Peut-être devrions-nous commencer plus petit ?» suggéra Thomas après une autre réunion frustrante. « Non !» répondit Sophie avec la même détermination qui les avait maintenus en vie toutes ces années. « On le fait à notre façon. » Leur percée est venue avec le lancement de leur premier prototype, une ligne de vêtements adaptatifs pour enfants handicapés. Une vidéo montrant un enfant de 6 ans bougeant ses bras pour la première fois grâce à une veste textile devint virale. Les investisseurs commencèrent à appeler. Les gros titres se multiplièrent. Des frères et sœurs prodiges révolutionnent la mode adaptative. Textile, quand la mode rencontre la raison d'être, les nouveaux génies de la technologie portable. Tu as vu ça ? Thomas montra à Sophie un article de Forbes. On est sur leur liste des 30 de moins de 30 ans. Sophie leva à peine les yeux de son nouveau projet,
Un vêtement aidant les personnes souffrant d'anxiété sociale en fournissant un retour tactile doux dans les situations stressantes. « Cool !» marmonna-t-elle en ajustant un capteur. « Mais regarde, j'ai réussi à réduire la consommation d'énergie de 40%. » Le succès apporta de nouveaux défis. De grandes entreprises technologiques voulaient acheter Textile pour des sommes astronomiques. Des marques de luxe exigeaient des collaborations exclusives. « Nous ne vendons pas », disaient les jumeaux à l'unisson chaque fois que le sujet était abordé. Chloé leur rendait souvent visite, apportant des biscuits faits maison de Sainte-Marie et des nouvelles des enfants qui rêvaient maintenant d'être comme les jumeaux Lemaire. « Léa étudie le design de mode », dit-elle lors d'une visite. « Samy a été accepté dans un programme d'ingénierie. Vous avez inspiré toute une génération au foyer. » Dans son bureau, chez Dubois Enterprise, Pierre suivait chacun des exploits de ses neveux et nièces à travers des coupures de presse et des rapports. Un dossier sur son ordinateur contenait chaque article, chaque photo, chaque jalon. Textile grandit vite. Ils déménagèrent dans un étage entier d'un immeuble commercial. L'équipe s'agrandit, mais le cœur de l'entreprise resta l'espace où Sophie et Thomas travaillaient côte à côte, fusionnant l'art et la technologie comme ils l'avaient fait depuis leur enfance. « Tu te souviens quand tu as piraté le système d'éclairage du foyer pour mon spectacle de lumière d'anniversaire ?» demanda Sophie une nuit tardive, travaillant en heures supplémentaires. « Et tu as conçu un si joli manuel d'instruction que sœur Maria l'a encadré, » rit Thomas. « Je suppose qu'on a toujours su ce qu'on voulait faire. » Leur plus grand test est venu lorsqu'ils ont été invités à une grande conférence technologique. Dans le public, inaperçu d'eux, était assis Pierre Dubois. Sophie monta la première sur scène, éblouissante dans l'une de ses propres créations, une robe qui répondait aux ondes cérébrales. « La technologie ne devrait pas seulement être utile, » déclara-t-elle. « Elle devrait être belle, inclusive et transformative. » Thomas suivit, expliquant les aspects techniques avec la même passion qu'il avait montrée en enseignant la programmation au foyer. Chaque ligne de code, chaque point de tissu a un but. Donner la parole et le mouvement à ceux qui en ont besoin. Les applaudissements furent assourdissants. En sortant, Pierre entendit deux cadres discuter. Incroyable comment deux personnes si jeunes ont accompli tant de choses. Et ils ont tout fait par eux-mêmes. C'est inspirant. Pierre sentit le poids de ces mots. Par eux-mêmes. Pas entièrement. Chloé, le foyer, tous ceux qui avaient cru en eux avaient aidé. Mais lui, qui aurait dû être leur roc, n'était qu'une ombre lointaine dans leur vie. Cette nuit-là, dans son bureau, il ouvrit la dernière édition du Time. En couverture, Sophie et Thomas souriaient, côte à côte, sous le titre « Les frères et sœurs qui redéfinissent l'avenir ». Son téléphone sonna. « Chloé, encore une fois. Ils n'ont plus besoin de vous, dit-elle sans détour. Mais peut-être que vous avez besoin d'eux ?» Pierre fixa la couverture du magazine pendant un long moment. Dans les sourires de ses neveux et nièces, il voyait la même étincelle qu'Hélène avait lorsqu'elle parlait de ses rêves, des rêves qu'il avait autrefois jugés insensés et peu pratiques. Il était temps de faire amende honorable. Le siège de Textile occupait désormais un immeuble entier au cœur de Paris. Depuis le jardin sur le toit, Sophie regardait la ville, tout en ajustant les derniers détails d'un prototype. Une robe qui répondait aux ondes cérébrales pour aider les personnes souffrant d'anxiété sociale lors de grands événements. Les capteurs détectent maintenant les micro-expressions faciales, expliqua Thomas, montrant des données en temps réel sur sa tablette. L'IA peut prédire les signaux d'anxiété avant même que la personne ne s'en rende compte. Parfait pour le lancement de la semaine prochaine, sourit Sophie, admirant comment le tissu changeait subtilement de couleur, créant des motifs apaisants. Le Wall Street Journal venait de publier un long article sur eux. Textile, comment deux frères et sœurs révolutionnent l'industrie de la mode. L'entreprise était devenue une sensation mondiale, avec des succursales à Londres, Tokyo et Sao Paulo. Mademoiselle Lemaire l'interrompit son assistante. « Vogue est en ligne. Ils veulent confirmer l'interview pour la couverture de septembre. » Sophie hocha la tête, toujours concentrée sur la robe. La publicité n'était pas sa priorité principale, ne l'avait jamais été. Son obsession était de créer des vêtements qui faisaient vraiment une différence.
Au rez-de-chaussée, Thomas dirigeait une équipe de programmeurs. Les écrans affichaient des simulations de leur dernière innovation, des tissus intelligents qui s'adaptaient non seulement à la météo, mais aussi aux besoins médicaux de l'utilisateur. L'algorithme surveille en permanence les signes vitaux, expliqua-t-il à un groupe d'investisseurs impressionnés. S'il détecte une anomalie, le vêtement peut administrer des médicaments par micropores ou alerter les services d'urgence. Ce qui avait commencé comme une petite start-up de vêtements adaptatifs s'était développé pour perturber de multiples industries, la santé, le sport, la sécurité. L'action de textile montait en flèche et les offres d'acquisition affluaient chaque semaine. Une autre offre de Google, commenta Thomas lors d'un déjeuner avec sa sœur au café sur le toit. 3 milliards cette fois. Sophie joua distraitement avec sa salade. Ils ne comprennent tout simplement pas, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été une question d'argent. Jamais, acquiesça-t-il. C'est une question de faire la différence que personne n'a faite pour nous. À cette heure-là, le café était calme, à l'exception d'un homme plus âgé, lisant un journal à une table voisine. Quelque chose chez lui semblait vaguement familier. « Excusez-moi », l'homme s'approcha d'eux soudainement. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je suis Jean. J'étais le chauffeur au manoir du bois. » Les jumeaux se figèrent. Cette partie de leur vie semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Bien sûr, » répondit poliment Sophie. « Vous aviez l'habitude de laisser du chocolat sur le siège arrière pour nous. » Jean sourit, touché qu'elle s'en souvienne. « Je travaille pour une société de transport maintenant. Plus petite, mais la mienne. Monsieur Dubois m'a aidé à la démarrer, vous savez, après que vous... Eh bien, après votre départ. » Thomas fronça les sourcils. « Pierre Dubois vous a aidé? »« Oh oui, il a beaucoup changé après vous, après cette nuit-là. Il a lancé un programme pour aider les employés qui voulaient lancer leur propre entreprise. Brigitte, la gouvernante, a une petite auberge en Suisse maintenant. » Sophie et Thomas échangèrent des regards. C'était une facette de leur oncle qu'ils n'avaient jamais imaginée. « Ils suivent au succès, vous savez, » poursuivit Jean. « Ils gardent chaque article, chaque histoire. Le jour de l'anniversaire d'Hélène, de votre mère, je le vois toujours au cimetière. Il parle de vous. » Un lourd silence s'abattit sur la table. Des années de blessures et de ressentiments prirent soudain une nouvelle perspective, pas nécessairement plus simple. De retour au bureau, le travail continua. Sophie présenta sa nouvelle collection à des cadres de grandes marques de sport, des vêtements qui non seulement améliorèrent les performances, mais aidaient à prévenir les blessures. Le tissu détecte la fatigue musculaire, expliqua-t-elle, démontrant comment les fibres s'ajustaient automatiquement, et l'IA de Thomas analyse les schémas de mouvement pour suggérer des corrections en temps réel. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la rencontre avec Jean. Sur le mur de son bureau était accroché l'un de ses premiers dessins du foyer, le manoir du bois sous la pluie, sombre et effrayant. Elle le gardait comme un rappel d'où il venait, de ce qu'ils avaient surmonté. Dans son bureau, Thomas passait au crible de vieux articles de presse sur Dubois Enterprise. Il trouva des programmes de responsabilité sociale lancés peu après leur départ, des dons importants à des foyers pour enfants, des fonds de bourse. Pourquoi on ne savait rien de tout ça, marmonna-t-il, faisant correspondre les dates à ses propres souvenirs. Une notification apparut sur son écran. Une autre offre d'acquisition, cette fois du plus grand conglomérat technologique d'Asie. La somme était stupéfiante. « Ne te donne pas la peine de répondre, » dit Sophie en entrant. « Je viens de refuser la même offre. » Thomas fit pivoter sa chaise. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tu te souviens comment on recevait des dons anonymes au foyer? Le nouvel équipement et le matériel d'art? Tu penses que... J'en suis presque sûr. Et il y a plus. Cette bourse que tu as eue pour le cours d'été à Paris. Le sponsor était une filiale de Dubois Enterprise. » Sophie s'assit lourdement. Pourquoi l'aurait-il fait en secret? Pourquoi ne pas simplement nous parler directement? Termina Thomas. Peut-être pour la même raison que nous gardons cette photo de lui et de maman cachée dans le tiroir. C'était vrai. Ils gardaient chacun la même photo. Pierre et Hélène, adolescents, souriant lors d'un été lointain. Ils n'en parlaient jamais, mais ils ne s'en étaient jamais débarrassés non plus. La journée se termina par un appel vidéo avec des investisseurs européens.
Textile était sur le point de lancer sa ligne la plus ambitieuse, des vêtements qui non seulement aidaient les personnes handicapées, mais redéfinissaient leur interaction avec le monde. « C'est notre projet le plus important », dit Sophie à l'équipe. « Et le plus personnel », ajouta Thomas, se souvenant des enfants du foyer qui les avaient inspirés. Plus tard, seuls sur le toit, les jumeaux contemplaient les lumières de la ville. Paris, la nuit, rappelait à Thomas les circuits intégrés qu'il aimait tant, des lignes d'illumination reliant des points brillants, formant quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. « Parfois, je me demande, dit doucement Sophie, si maman serait fière, pas seulement de notre succès, mais de qui nous sommes devenus. » Thomas lui prit la main, comme il l'avait fait d'innombrables fois depuis leur enfance. « Je pense que oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de le savoir aussi. » Sophie regarda vers le bâtiment de Dubois Enterprise, visible au loin. « Je ne suis toujours pas sûr d'être prête. Moi non plus, » admit Thomas, « mais peut-être qu'il est temps que nous apprenions le reste de l'histoire. » Le téléphone de Sophie vibra dans sa poche. Un message de Chloé. « Vous devez voir ça. » En pièce jointe, un lien vers une interview récente de Pierre Dubois. La dernière question portait sur son plus grand regret. Sa réponse était simple. Ne pas avoir été l'oncle que des enfants extraordinaires méritaient. L'écran de l'ordinateur illuminait le visage de Thomas alors qu'il se penchait sur de vieux documents de Dubois Enterprise. L'expansion de Textile nécessitait une étude de marché approfondie, y compris l'examen de partenaires et concurrents potentiels. C'est alors qu'il trouva quelque chose d'inhabituel. Une filiale obscure appelée Fiducie Lemaire. « Sophie, appela-t-il, l'attention dans la voix, il faut que tu vois ça. » Elle s'approcha de son bureau, se penchant. Les documents sur son moniteur montraient des transferts réguliers vers un compte offshore, commençant juste après la mort de leurs parents. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie en plissant les yeux devant l'écran. « Notre fonds en fiducie, » répondit amèrement Thomas. « Ou celui que nous aurions dû avoir. » Des recherches plus approfondies révélèrent une vérité choquante. Leurs parents avaient de créer une fiducie substantielle pour eux, gérée par Dubois Enterprise. Pierre, en tant que dirigeant, en avait le contrôle total jusqu'à leur majorité. « Il nous a caché ça, » murmura Sophie, le visage pâle. Tout ce temps, Thomas creusa plus profondément, son expression s'assombrissant à chaque découverte. Ce n'était pas seulement l'argent, Sophie. Il y avait des lettres, des instructions spécifiques de nos parents sur la façon dont ils voulaient que nous soyons élevés. Et il les a ignorées, dit Sophie, sa voix tremblant de colère. Il nous a laissés dans un foyer alors que nous avions un fonds qui aurait pu nous donner une vie complètement différente. Exactement, conclut Thomas en claquant son ordinateur portable. Sophie se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. L'empire qu'ils avaient reconstruit avec tant d'efforts avait maintenant un goût amer. « Qu'est-ce qu'on fait avec cette information ?» demanda-t-elle finalement. Thomas la rejoignit. De l'autre côté de la rue, le bâtiment de Dubois Enterprises se dressait contre le ciel parisien. « Légalement, nous pouvons le poursuivre, » dit-il. « Le délai de prescription pour la fraude fiduciaire n'a pas expiré. » Sophie déverrouilla son téléphone, faisant défiler une photo que Jean avait partagée des semaines plus tôt. Pierre et Hélène, plus jeunes, souriant ensemble. « Il ne s'agit pas de l'argent, » dit-elle lentement. « Ça ne l'a jamais été. »« Non, » acquiesça Thomas. « Il s'agit de la vérité. Il s'agit de justice. » Dans les jours qui suivirent, les jumeaux travaillèrent méthodiquement. Ils engagèrent le meilleur cabinet d'avocats en droit des successions de Paris. Des enquêteurs privés furent chargés de retrouver chaque centime du fonds en fiducie. Mademoiselle le maire, Monsieur le maire, les accueillit leur avocate principale, Estelle Dubois, dans son luxueux bureau. « Les documents que vous avez fournis sont, une poudrière. » Elle étala des dossiers sur son bureau en acajou. Pierre Dubois n'a pas seulement dissimulé l'existence de la fiducie, il vous en a activement éloigné. Par exemple, les papiers du foyer ont été manipulés pour suggérer que vous n'aviez aucune ressource. « Et les dons anonymes ?» demanda Sophie. « Les ordinateurs ? Le matériel d'art ? » « Des miettes, » répondit Estelle en désignant d'autres documents, insignifiants par rapport à la valeur totale de la fiducie. Peut-être une façon d'apaiser sa propre conscience. Thomas, qui était resté silencieux,
prit la parole. « Nous voulons faire ça de la bonne manière. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est une question de reconnaissance, » termina Sophie. « Nous voulons qu'il admette ce qu'il a fait et qu'il en assume les conséquences. » Estelle hocha la tête, compréhensive. « Je suggère une approche à 2 volets. D'abord, nous rassemblons un dossier en béton. Ensuite, nous lui offrons une chance de régler à l'amiable avant de rendre l'affaire publique. Il essaiera d'acheter notre silence, prédit Thomas. Très probablement, acquiesça Estelle. La réputation de Dubois Enterprise est en jeu. Un scandale de cette ampleur. Nous ne voulons pas détruire l'entreprise, intervint Sophie. Il y a des gens innocents qui en dépendent, comme Jean, comme Brigitte. Les enquêteurs apportèrent plus de découvertes dans les jours qui suivirent. Un schéma émergea. Chaque fois que les jumeaux franchissaient une étape importante, admission à l'école, concours, diplôme, de petites sommes étaient libérées de la fiducie, toujours anonymement. Comme des miettes de pain, observa amèrement Thomas en triant les données. Nous nourrir avec notre propre argent. Sophie passa des heures dans son studio, canalisant sa colère dans de nouvelles créations. Ces dernières pièces avaient une audace qui n'était pas là auparavant. Des couleurs plus vives, des lignes plus nettes. « Ça va » demanda Chloé lors d'une visite, remarquant le changement. Sophie hésita, puis lui montra les documents juridiques. Chloé resta silencieuse un long moment. « J'aurais dû enquêter davantage, » dit-elle finalement. « Quand il a simplement renoncé à la garde, j'aurais dû creuser plus profond. »« Ce n'est pas ta faute, » l'assura Thomas. « Il a trompé tout le monde. La préparation de la confrontation prit des semaines. Chaque document fut vérifié 3 fois, chaque transaction suivie. Estelle constitua un dossier inattaquable. « Nous sommes prêts, » annonça-t-elle lors d'une dernière réunion. « Je peux arranger une rencontre avec Pierre Dubois quand vous le voudrez. » Les jumeaux échangèrent un regard. Des années d'émotions refoulées, colère, douleur, confusion, se solidifièrent à ce moment. « Faites-le » dit fermement Sophie. Thomas posa sa main sur la sienne sur la table. Ensemble, comme toujours. Cette nuit-là, seul dans le bureau de textile, il regardait la ville qui leur appartenait désormais, autant qu'à Pierre Dubois. « Tu sais ce qui est ironique » dit doucement Sophie. « S'il avait été honnête depuis le début, s'il avait utilisé la fiducie comme nos parents le voulaient, nous serions peut-être devenus exactement ce qu'ils craignaient. Privilégiés, dépendants, termina Thomas. Au lieu de ça, nous sommes devenus qui nous sommes, fit-il, en désignant l'empire qu'ils avaient construit. Peut-être devrions-nous le remercier. Sophie eut un sourire ironique. Attendons de le remercier après l'avoir confronté. Son téléphone sonna sur le bureau. Estelle, encore. C'est arrangé, dit-elle. Pierre Dubois a accepté de nous voir demain à 10 heures. Après avoir raccroché, les jumeaux restèrent en silence, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, dans son luxueux penthouse, Pierre Dubois ignorait probablement la tempête qui se dirigeait vers lui. « Pour maman et papa » murmura Sophie. « Pour nous » ajouta Thomas. Finalement, la vérité était le seul héritage qui comptait vraiment. La salle de crise improvisée au dernier étage de Textile ressemblait à un centre de commandement militaire. Des écrans couvraient les murs, montrant des graphiques, des chronologies et des documents. Sur la table de conférence, des papiers, des ordinateurs portables et des tasses de café à moitié vides. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant », dit Marcus Chen, l'enquêteur principal, en désignant un écran. Une série de transferts suspects commençant 3 mois avant l'accident. Thomas se pencha sur son ordinateur portable, les doigts volant sur le clavier, tandis que Sophie prenait des notes rapides sur sa tablette. « Regarde ça » murmura Thomas. « Ces transferts, ils n'ont pas été initiés par Pierre. Ils ont été initiés par nos parents. Estelle Dubois, l'avocate, les rejoignit. Cela change considérablement le récit. » Sophie fronça les sourcils, parcourant les chiffres. Pourquoi aurait-il déplacé autant d'argent si vite? Et pourquoi vers des comptes aux Caïmans? Ajouta Thomas. Ils creusèrent plus profondément. L'équipe travailla sans relâche, épluchant des couches de transactions financières complexes. Chaque découverte soulevait plus de questions. Les registres montrent que vos parents ont contracté d'énormes prêts dans les mois précédant l'accident,
expliqua Sarah Winters, l'analyste financière. Ils ont pratiquement tout hypothéqué. Mais pourquoi? Insista Sophie. N'étions-nous pas aisés? Apparemment, répondit Thomas, toujours en train de taper. Pas autant que nous le pensions. Le matin de la confrontation arriva sous un ciel lourd de nuages sombres. Sophie ajusta son blazer, sa propre création, discrètement équipé de capteurs qui surveillaient ses signes vitaux. Thomas vérifia sa montre intelligente personnalisée, qui enregistrerait chaque mot. « Souvenez-vous, conseilla Estelle, alors qu'ils marchaient vers leur limousine, les preuves sont de votre côté. » Le manoir du bois semblait plus grand et plus intimidant que dans leurs souvenirs. Le chauffeur ouvrit la portière et les jumeaux sortirent en parfaite synchronisation. Brigitte, toujours la gouvernante après toutes ces années, les reçut à la porte. Son visage montrait à la fois le choc et une joie contenue. « Monsieur Dubois attend dans le bureau, » dit-elle doucement. Le couloir semblait sans fin. Les mêmes tableaux ornèrent les murs, y compris l'espace vide, où se trouvait autrefois le vase de Sèvres. Sophie sentit Thomas lui serrer doucement la main, un geste de réconfort qu'ils partageaient depuis l'enfance. Pierre Dubois se tenait près de la fenêtre quand ils entrèrent. Il se tourna lentement, et pendant un instant, personne ne parla. Le temps avait ajouté plus d'argent à ses cheveux, plus de rides à son visage. Sophie. Thomas, sa voix était plus rauque que dans leurs souvenirs. « Bienvenue à la maison. »« Épargne-nous les amabilités, » commença Thomas, mais Sophie leva une main pour le faire taire. « Nous voulons des réponses, » dit-elle simplement, posant un dossier sur le bureau en acajou. Pierre regarda le dossier un long moment. « Je suppose que vous avez appris pour la fiducie. »« Pas seulement la fiducie, » dit Thomas en s'avançant. « Les transferts, même les comptes offshore. Tout. Alors, vous ne connaissez que la moitié de l'histoire, » répondit Pierre en s'asseyant lourdement dans son fauteuil. Sophie pencha la tête. « Quelle est l'autre moitié ?» Pierre ouvrit un tiroir en sortant un vieux dossier jauni. « Ça, dit-il, c'est ce que vos parents n'ont jamais voulu que vous sachiez, ce dont je vous ai protégé pendant 16 ans. » Il étala les documents sur le bureau, des relevés financiers, des avis de saisie, des lettres de recouvrement. « Vos parents, » commença Pierre, sa voix chargée d'épuisement, ont fait un investissement catastrophique 6 mois avant l'accident. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans un montage qui s'est avéré être une fraude massive. Thomas prit l'un des papiers, parcourant les chiffres. « Ça ne peut pas être vrai. Hélène a toujours été une idéaliste, » dit Pierre. « Jacques, votre père, a cru les mauvaises personnes. Quand ils ont découvert qu'ils avaient été escroqués, ils ont essayé de récupérer leur mise par des prêts risqués, des paris désespérés sur des marchés volatiles. » Sophie s'affaissa dans un fauteuil, ses jambes soudainement faibles. « La fiducie était une coquille vide, » termina Pierre. « L'argent qui était censé s'y trouver avait déjà disparu. Vos parents étaient essentiellement en faillite quand ils sont morts. Pourquoi le cacher ? Demanda Thomas. Pourquoi nous faire croire que vous étiez le méchant ? Pierre se dirigea vers un tableau au mur, un portrait d'Hélène plus jeune. Un éclair illumina ses traits fatigués. Parce que parfois, il est plus facile de haïr quelqu'un que d'accepter que les personnes que vous aimez peuvent commettre des erreurs dévastatrices. Il y a 10 ans, il se souvint avoir regardé de loin Sophie remporter son premier concours d'art, le prix en argent secrètement arrangé par lui, tout comme le matériel d'art donné au foyer. Ce même mois, un autre avis de dette était arrivé, une autre des dettes des parents des jumeaux qu'il paya discrètement, espérant protéger le nom de la famille. « Monsieur, » l'avait prévenu son comptable, « nous ne pouvons pas continuer à couvrir ces dettes indéfiniment. »« Trouvez un moyen, » avait ordonné Pierre. « Il y a toujours un moyen, présent. Chaque centime que j'ai pu sauver est allé à vous, » continua Pierre. « Par des dons anonymes, des bourses, du matériel ?»« Des miettes, » intervint amèrement Thomas. « Tout ce que je pouvais faire sans alerter les créanciers, » corrigea Pierre. « S'ils avaient senti de l'argent frais, ils s'en seraient pris à vous. » Sophie comprit enfin. Le silence s'installa sur eux. Thomas continuait d'étudier les documents, son esprit analytique essayant de reconstituer le puzzle. Sophie regardait le jardin où elle et Thomas avaient joué autrefois. « Je peux tout prouver, » ajouta doucement Pierre. « Chaque transaction,
chaque tentative désespérée qu'ils ont faite pour arranger les choses, et chaque parcelle d'argent que j'ai récupérée pour vous au fil des ans. Estelle, qui avait observé en silence, prit la parole. Cela explique les incohérences que nous avons trouvées, les schémas de transfert, les tentatives de dissimulation. Ce n'était pas pour me protéger, dit Pierre. C'était pour protéger la mémoire d'Hélène, pour vous donner une chance de grandir sans ce fardeau. Sophie se détourna de la fenêtre, des larmes brillant dans ses yeux. Tout ce temps, répéta Pierre. Vous avez construit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vos parents auraient adoré voir, quelque chose que vous avez construit de vos propres mains, pas avec un héritage terni. Thomas se leva, se dirigeant vers Sophie. Comme toujours, ils affrontaient la vie ensemble. « Nous avons besoin de temps, » dit Sophie. « De temps pour digérer tout ça. » Pierre hocha la tête. « Vous avez tout le temps dont vous avez besoin, et chaque document pour vérifier. » Alors qu'ils quittaient le bureau, l'orage qui avait menacé toute la matinée éclata enfin. À travers les vitres de la limousine, ils regardèrent le manoir du bois s'éloigner, emportant avec eux un nouvel ensemble de vérités à démêler. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda doucement Sophie. Thomas lui serra la main, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. « Ce que nous avons toujours fait. On le fait ensemble. » Sur le siège avant, Estelle passait de rapides appels téléphoniques, annulant discrètement les actions en justice qu'ils avaient tout préparées. La vérité, comme toujours, était plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. De retour dans son bureau, Pierre Dubois regardait l'orage par la fenêtre. Le portrait d'Hélène observait en silence encore un autre chapitre de leur saga familiale compliquée. Sur son bureau, à côté des documents révélateurs, se trouvait un vieux magazine Time avec Sophie et Thomas en couverture. « Tu avais raison, Hélène, » murmura-t-il au portrait. Ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. La bibliothèque du manoir du bois était exactement comme Sophie et Thomas s'en souvenaient. Des étagères en acajou du sol au plafond, un escalier en colimaçon en fer, l'odeur réconfortante des vieux livres. Mais maintenant, alors qu'ils étaient assis face à Pierre avec un orage faisant rage dehors, elle semblait étrangement étrangère. « J'ai besoin que vous compreniez, » dit Pierre en ouvrant un dossier en cuir usé. Tout a commencé par un appel téléphonique, il y a 16 ans. Il était 3 heures du matin quand le téléphone a sonné. Pierre était encore dans son bureau, passant en revue des contrats. « Pierre, la voix d'Hélène tremblait. Nous avons besoin d'aide. » Il se souvenait clairement de cette conversation. Les investissements ruinés, les dettes qui s'accumulaient, le désespoir dans la voix de sa sœur. « J'ai tout mis dans le fonds Méridien », avoua-t-elle. « Tout, Pierre. Les économies des enfants, l'argent de la maison. » « Méridien ?» Pierre sentit son sang se glacer. « Hélène, ce fonds est sous enquête fédérale. »« Je sais. Je le sais maintenant, » commença-t-elle à pleurer. « Jacques a essayé de récupérer quelque chose. Nous avons pris plus de prêts, mais ça n'a fait qu'empirer. Présent. Votre mère était frénétique. Elle voulait tout arranger avant que quiconque ne le découvre, » expliqua Pierre, étalant les vieux papiers sur la table. « L'accident est arrivé avant que nous puissions trouver une solution. » Sophie prit un document d'une main tremblante, un avis de saisie daté d'1 semaine après la mort de ses parents. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?» demanda Thomas, la voix tendue par une émotion contenue. « Pourquoi nous laisser croire que vous étiez le méchant ?» Pierre se dirigea vers la fenêtre, un éclair révélant son expression épuisée. « Parce que parfois, il est plus facile de diriger sa colère contre moi que d'accepter que vos parents puissent commettre une erreur aussi catastrophique. » Il y a 10 ans, il se souvint avoir regardé de loin Sophie remporter son premier concours d'art, celui qu'il avait secrètement financé. Ce même mois, une autre lettre de recouvrement de créances était arrivée, une autre dette parentale qu'il devrait payer discrètement. Monsieur avait encore prévenu son comptable. « Cela ne peut pas continuer. »« Nous trouverons un moyen, » avait insisté Pierre. « Présent. Chaque bribe d'argent que j'ai pu sauver est allée à vous, » dit Pierre. « Dons anonymes, bourse, fourniture. »« Des miettes, » marmonna Thomas. « Tout ce que je pouvais faire sans éveiller les soupçons, » réitéra Pierre. « Si les créanciers avaient découvert de nouveaux fonds, ils les auraient saisis. » Le silence tomba,
rompu seulement par le tonnerre. Sophie contemplait le bureau où de vieilles photos étaient éparpillées, ses parents, souriants, inconscients de la tragédie qui se profilait. Pierre prit une lente inspiration. « Je suis désolé pour tout ça. De ne pas vous avoir fait confiance, de penser que vous deviez être protégé de la vérité. » Sophie et Thomas échangèrent un regard, l'un de ces échanges silencieux qui les avaient toujours liés. Leurs expressions étaient conflictuelles, mais moins colériques. « Nous ne vous avons pas pardonné, » dit honnêtement Sophie, « mais peut-être que nous pouvons commencer à comprendre. Et peut-être, ajouta Thomas, qu'il est temps que nous apprenions tous à nous faire confiance. » Dehors, l'orage faisait rage, mais à l'intérieur de la bibliothèque, une sorte de calme s'installa. Des années de ressentiment, de secrets et de malentendus ne pouvaient être effacés en une seule nuit. « Je vous montrerai tout, » offrit Pierre. « Relevé bancaire, enregistrement téléphonique, le reste des dossiers de vos parents. Tout ce dont vous avez besoin. » Le tonnerre fit vibrer les fenêtres. Sophie ferma les yeux, un souvenir soudain de cette nuit d'orage où elle et Thomas s'étaient enfuis. Seulement maintenant, elle avait moins envie de courir. La conversation dura jusqu'à l'aube. Au moment où l'orage se déplaça enfin, les frères et sœurs avaient passé au crible suffisamment de documents pour réaliser à quel point les derniers mois de leurs parents avaient été consumés par la panique et le regret. « Ils voulaient eux nous protéger », murmura Sophie en parcourant les notes manuscrites de sa mère. « Mais tout a dégénéré. »« Et j'ai essayé de vous protéger de la vérité », ajouta Pierre, à ma manière maladroite et mal avisée. La lumière du matin perça à travers les fenêtres de la bibliothèque. Ils étaient tous épuisés, physiquement et émotionnellement. « Nous devrions nous reposer », suggéra doucement Brigitte, apparaissant avec un plateau de thé. « Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes d'une vie en une nuit. » Les jumeaux se levèrent, s'éloignant des montagnes de dossiers. Pierre semblait hésitant, ne sachant s'il devait s'approcher d'eux. Sophie et Thomas s'arrêtèrent près de la porte, se retournant. « Merci, » dit Sophie, la voix rauque après des heures de conversation, « de nous l'avoir dit. » Pierre fit un bref signe de tête. « Vous méritez la vérité, au minimum. » Ensemble, les jumeaux montèrent à l'étage, dans les mêmes chambres d'amis où ils avaient dormi autrefois en tant qu'enfants effrayés de 5 ans. Seulement maintenant, ils n'étaient plus si effrayés et les chambres n'étaient plus si froides. Ils s'endormirent dans leur propre chambre pour la première fois dans le manoir du bois, bercés par le grondement persistant du tonnerre lointain, l'esprit bourdonnant de révélations trop grandes pour être pleinement comprises. Les semaines suivantes furent un flou de travail intense des deux côtés. Sophie et Thomas passèrent des heures à examiner la tapisserie complexe des dettes et des montages frauduleux dans lesquels leurs parents étaient tombés sans le savoir. Pierre leur ouvrit entièrement les archives de Dubois Enterprise. « Nous devons tout avouer, » insista Thomas lors d'une réunion. « Les médias flirtent quelque chose. Tôt ou tard, ils le découvriront. » Pierre regarda les documents étalés sur la table de conférence. « Êtes-vous sûr de vouloir risquer le scandale ? Les dommages pourraient être immenses. »« Oui, » dit fermement Sophie. « Nous ne construisons plus sur des mensonges. » Estelle travailla avec l'équipe juridique de Dubois Enterprise pour rédiger une déclaration. Le plan, divulguer ouvertement le passé financier, trouble de la famille, transformer le vieux secret en un arc de rédemption. « Si nous faisons cela correctement, » expliqua Estelle, « le récit devient celui de la façon dont la famille Dubois a surmonté la tragédie et construit quelque chose de nouveau ensemble. » Ils rédigèrent des communiqués de presse, préparèrent des interviews et organisèrent les dossiers financiers pour qu'ils soient publiés. « Je serai à vos côtés, » leur dit Pierre, jetant un coup d'œil au portrait d'Hélène sur le mur. « Nous affronterons la tempête ensemble. » Le jour de la conférence de presse, les journalistes se pressaient dans l'auditorium de Dubois Enterprise. Sophie et Thomas se tenaient au pupitre, avec Pierre à leur côté, un spectacle que personne n'aurait prédit des années auparavant. « Ma sœur et moi avons cru un jour que nous avions été abandonnés, » commença Thomas. « Nous avons appris que l'histoire était plus compliquée, » continua Sophie, la voix assurée. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour rétablir la vérité sur notre famille et l'avenir de notre entreprise.
Les flashs crépitèrent alors qu'ils révélaient la vérité. Les investissements ratés, le fonds en fiducie qui n'a jamais existé, les dettes que Pierre avait tranquillement endossées. C'était brut, c'était désordonné, mais c'était réel. Malgré tous ses défauts, conclut Sophie, Pierre Dubois a essayé de nous épargner un fardeau qu'il croyait que nous n'étions pas prêts à porter. Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ses méthodes, mais je peux dire que je les comprends maintenant. Pierre s'avança, les mains jointes. En gardant ses secrets, j'ai blessé les 2 personnes que j'essayais de protéger. Et je suis désolé. Les questions fusèrent. Estelle et l'équipe juridique répondirent habilement aux questions financières, tandis que les jumeaux géraient les requêtes sur le rôle de Textile dans le nouveau partenariat Dubois. Nous combinons les ressources de Dubois Enterprise et de Textile, expliqua Thomas à un journaliste, fusionnant la fabrication traditionnelle et la technologie portable innovante. Nous l'appelons Dubois Lemaire Global, une entreprise qui représente la transparence, la transformation et, espérons-le, les secondes chances, ajouta Sophie. Les gros titres furent mitigés. Certains mettaient en avant le scandale, d'autres se concentraient sur la rédemption. Mais à la surprise de tous, le marché réagit positivement, voyant un potentiel dans une histoire familiale qui avait enfin embrassé l'honnêteté. « Votre action a augmenté de 10%, informa l'un des cadres de Dubois à Pierre. Les investisseurs adorent les histoires de retour en force. Lentement, la poussière retomba. Pierre et les jumeaux travaillèrent côte à côte, réorganisant les opérations. Les employés remarquèrent une nouvelle atmosphère d'ouverture. Brigitte, souriante en servant le café, dit qu'elle n'avait jamais vu le vieux manoir aussi vivant. « Parfois, on a l'impression que c'est un tout nouvel endroit », commenta-t-elle à Thomas un matin. « D'une certaine manière, ça l'est, » répondit-il, jetant un coup d'œil à Sophie au bout du couloir, qui était en grande conversation avec le chef du marketing au sujet d'un prochain lancement de produit. Chloé Garnier arriva à l'improviste un après-midi, serrant Sophie et Thomas dans ses bras avant de saluer Pierre d'un signe de tête poli. « Je vois que beaucoup de choses ont changé, » dit-elle en arpentant le bureau, « et pas seulement la décoration. » Pierre s'éclaircit la gorge. « Merci, Chloé, pour tout ce que vous avez fait pour mes neveux et nièces. » Elle lui lança un long regard. « Il est agréable de vous voir enfin prendre vos responsabilités pour eux, monsieur Dubois. » Au cours des mois suivants, Dubois Lemaire Global dévoila produit après produit. Des tenues de bureau avec des moniteurs de santé intégrés, des vêtements pour enfants qui s'ajustaient aux poussées de croissance, des équipements sportifs qui minimisaient les risques de blessures. Chaque succès les rapprochait, forgeant un lien à travers d'innombrables nuits blanches, disputes et percées. Lentement, ce qui avait été fracturé commença à se réparer. Un soir, Sophie découvrit Pierre seul dans la bibliothèque, regardant un vieil album de photos de famille. Elle le rejoignit tranquillement. « Il y a une photo sur laquelle je reviens sans cesse, » dit-il en tapotant une photo d'Hélène tenant Sophie et Thomas bébé. « Je n'étais pas là quand elle a été prise. » Sophie étudia l'image. « Aucun de nous ne peut revenir en arrière et réparer ce que nous avons manqué. »« Non, » acquiesça Pierre, « mais au moins, nous pouvons avancer sans plus de mensonges. » Le véritable tournant est venu lors d'un gala de charité que Textile organisa pour Sainte-Marie. Sophie et Thomas insistèrent pour que l'événement ait lieu dans la salle de bal autrefois intimidante du manoir Dubois. « C'est symbolique, » expliqua Sophie alors que les ouvriers installaient des présentoirs des premières œuvres d'art et de codage des jumeaux. D'un lieu qui nous effrayait autrefois à un lieu que nous partageons maintenant avec le monde. Parmi les invités figuraient de grandes figures de la technologie, des icônes de la mode et même de vieux amis du foyer. Léa portait l'une des robes adaptatives de Sophie, tandis que Samy présentait une nouvelle invention qu'il avait développée à l'université. Chloé circulait, fière comme une mère, présentant les donateurs aux réalisations des jumeaux Lemaire, qui n'étaient plus des enfants ayant besoin d'être sauvés, mais des innovateurs inspirant les autres. Pendant l'événement, Thomas monta sur scène pour présenter un chèque à Sœur Maria, qui dirigeait toujours Sainte-Marie. Les fonds étaient suffisants pour agrandir les installations du foyer et la salle d'informatique. « Nous vous devons tant, » dit Thomas, la voix étranglée par l'émotion. « Cet endroit nous a donné une seconde chance quand nous n'avions nulle part où aller.
Sophie le rejoignit, des larmes aux yeux, alors qu'elle annonçait l'ouverture d'un studio d'art permanent pour les enfants. « Je veux que chaque enfant ait la chance de dessiner ses rêves, » dit-elle. Les applaudissements tonnèrent. Pierre, debout près du fond, pressa une main sur son cœur, une oppression inconnue là, comme s'il s'autorisait enfin à ressentir la fierté, le chagrin et l'espoir, tout à la fois. La soirée se termina par un diaporama du parcours des jumeaux, depuis de vieilles photos de la maison Lemaire jusqu'aux couloirs animés de textiles. La dernière diapositive les montrait côte à côte avec Pierre, dévoilant le nouveau logo de Dubois Lemaire Global. « On a fait un long chemin », murmura Sophie à Thomas. « Et on n'a pas fini », répondit-il en souriant à travers des yeux embués. Alors que les invités partaient, Pierre s'attarda, levant les yeux vers les hauts plafonds du manoir. Il trouva Sophie et Thomas dans la bibliothèque, se relaxant au milieu des décorations restantes. « Vous avez organisé une fête merveilleuse, » dit-il maladroitement. Sophie rit doucement. « On a eu de l'aide ?» Thomas ferma le livre qu'il feuilletait, l'un des journaux d'Hélène. On a lu certaines de ses vieilles notes. Elle était si excitée à l'idée de voyager dans le monde, d'explorer, d'essayer de nouvelles choses. Pierre hocha la tête. Elle a toujours été la courageuse. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'ancienne tension avait disparu, remplacée par quelque chose d'autre, de fragile mais d'optimiste. « Alors, » dit Sophie en s'éclaircissant la gorge, « que se passe-t-il maintenant ?» Pierre les regarda tous les deux. « Tout ce que nous voulons. Nous avons reconstruit une famille. Nous avons commencé un nouveau chapitre. » Sur le mur du bureau fraîchement rénové, l'installation artistique de Sophie capturait parfaitement l'essence de leur parcours. 3 lignes distinctes qui, après de nombreux détours, convergeaient finalement en un motif harmonieux. Finalement, le véritable héritage Dubois ne se trouvait pas dans des chiffres sur un écran ou des titres de propriété. Il se trouvait dans les leçons apprises, que les familles peuvent se briser et se réparer, que le pardon est à la fois un choix et un chemin, et que parfois, le plus grand acte d'amour est simplement d'essayer à nouveau. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, 3 personnes qui avaient parcouru un long chemin de la douleur à la guérison partageaient plus qu'un simple nom ou un empire commercial. Elles partagèrent la promesse d'un avenir construit non pas sur des secrets et du ressentiment, mais sur la vérité, la compréhension et le genre d'amour qui n'émergent qu'après avoir appris à pardonner.